Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà, donc on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. J'espère que ça va. Aujourd'hui, je viens pour raconter une nouvelle histoire. Alors, j'étais une jeune fille assez posée, assez concentrée à l'école, objectif bac, qui vivait dans une famille aussi stricte. Donc après mon bac, j'ai dû me rapprocher de l'université et donc j'ai commencé à habiter seule. J'ai goûté à la liberté, j'ai fait des nouvelles rencontres et parmi ces rencontres, j'ai rencontré un homme, un corps habillé, avec qui j'ai commencé à avoir une relation. Au bout de 2 mois de relation, il m'appelle un jour pour me dire qu'écoute, je viens d'avoir on va dire quoi, une promotion. Je viens d'être nommé à un grade plus haut. D'accord? Et un grade vraiment chef quoi. Il n'y a pas OK, félicitations, mais je voudrais que tu viennes célébrer ça avec moi demain, après la passation des services dans mon nouveau bureau. J'ai dit d'accord. Je me dis peut-être qu'on va aller au bureau et puis on va sortir, je ne sais pas moi, bon. Je suis quand même allée finalement. Après la passation, il y a eu une petite collation et tout. Mais après, lui et moi, on s'est retrouvés, on est allé dans le bureau. Je pense qu'il y avait même plus grand monde. C'était assez calme. On est allé dans le bureau. Oh, mes félicitations de ton nouveau bureau, c'est bien, c'est tout et tout. Il me dit, OK, mais je voudrais que toi et moi, on célèbre ça ensemble. J'ai dit, d'accord, je suis là. Termine, on va quelque part. Il me dit, non, pas quelque part, je voudrais qu'on le fasse ici, dans mon bureau. Dans ma tête, j'ai dit qu'il est bizarre quand même. Bon, c'est pas... Allez, allons-y quoi. Donc, il commence à enlever tous les livres qu'on a rangés et tout. Et il met 4 bougies autour de sa table. Il les allume, il éteint la lumière. Comme il veut me faire croire que c'est quelque chose de romantique, de sensuel et tout. Il met 4 bougies autour de la table parce que la table était assez grande. Le bureau était assez grand. Il fait descendre tout. Il éteint la lumière, il met la clim, il ferme bien le bureau. Et il me dit qu'il voudrait qu'on célèbre ça là. Donc moi dans ma tête, je dis, je me suis quand même souvenu que généralement les promotions, des grandes promotions comme celle qu'il avait eue là, c'est généralement à coup de contrat dans les loges. Donc moi dans ma tête ça fait tic. Mais puisque j'étais déjà là, je ne voulais pas le montrer que j'avais peur, que je me méfiais et tout. Je dis qu'il n'y a pas de problème, on a commencé, on s'est embrassé et tout. Après, pendant les hauts, les ah, je lui dis que, oh, mais avant qu'on s'allonge sur l'espèce de table, avant qu'on y allait, je dis que j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, il faut que j'aille aux toilettes et tout. Il m'a mené aux toilettes. Je dis que, mais là, j'ai le ventre qui coule, la diarrhée, c'est oh. Je suis restée là-bas peut-être 30 minutes. Je me demandais, ça va, ça va, ça va. Viens, on va terminer avant, machin. Je dis que là, j'ai mal au ventre, sans qu'on va remettre ça demain. Mais il dit, demain, comment on devait terminer, machin. Je dis que là où tu me vois, là, je ne peux pas. Si tu rentres là, tout va sortir. Il me dit que, ok, d'accord, bon, demain, reviens à la même heure et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Alors, on me dépose à la maison, il faut que je me mette bien. Parce que là, le ventre est en train de me faire ça dur. Quand il m'a déposé chez moi, jusqu'à de nos jours, là, si j'ai encore croisé le monsieur là de mes yeux, il m'a appelé, il m'a harcelé, il venait garer devant chez moi, je le voyais, je l'ai bloqué de partout. Peut-être pendant 2 semaines comme ça, il tournait, venir, pour qu'on aille célébrer ça toujours dans son bureau. Moi, j'ai vu le mal de loin, je suis partie. Des années plus tard, j'ai accouché et étant dans l'incapacité de faire moi-même mes travaux, j'ai dû prendre une ménagère. Elle est venue et un jour, elle était à la cuisine en train de travailler. Elle a mis son téléphone sur haut-parleur, elle a eu un appel. Elle a mis son téléphone sur haut-parleur, raconté avec une personne. Oh oui, tu as vu, c'est ce que monsieur tel faisait. Quand elle a dit monsieur tel,
J'ai reconnu le nom. Oh, c'est ce qu'il fait. Donc, il prend les filles. Lui, sa façon de faire, c'est d'aller sur le bureau, de sortir avec les filles là sur le bureau. Et c'est de cette façon-là qu'il reste là, sur ce même poste pendant des années. Il est toujours tel machin, on ne l'a jamais enlevé, tout ça. Quand elle a pris sa conversation, je dis que, excuse-moi, j'ai entendu ta conversation. C'est de quoi il s'agit? Elle me dit, oh, c'est monsieur tel. Elle redit bien le nom du monsieur que je connais. Oh non, il est telle chose à machin, dans tel corps. Euh, Sa façon de faire, c'est de prendre les filles, les jeunes filles, les amener sur son bureau, coucher avec elles sur son bureau pour pérenniser sa nomination et tout. Même ça, il a fait ça aussi à sa femme. On vient de découvrir que sa femme est décédée, machin. Les jeunes filles, c'est ce qu'il fait. Que je me rappelle que, ah, mais je devais être donc la première à y passer. Parce qu'après sa nomination, lui et moi, on devait la célébrer justement sur cette table-là. Donc, j'étais sa première cible. Vous voyez comment je suis sortie de là, j'étais vraiment abasourdie. J'ai dit que oui, Dieu m'a enlevé de quelque chose. Dieu m'a enlevé de quelque chose. Donc, il paraît que c'est comme ça qu'il fonctionne jusqu'à ce jour. Comme il est intouchable maintenant, là où il est à la haut là-bas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, à mes sœurs, vraiment, faites attention. Faites vraiment attention à où on part, dans les endroits dans lesquels on nous amène, les conditions dans lesquelles on nous met, souvent en montant de sacrifice. Dieu merci, moi j'ai été sauvée. Dieu merci. Donc continuez de liker, de partager et de vous abonner massivement. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir déjà, j'espère que tu vas bien. Je suis venu avec encore une autre histoire. Cette histoire est plus pour sensibiliser les jeunes étudiants, même les étudiants en globalité. Et je tiens aussi à m'excuser pour mon français parce que je suis angolais et le français n'est pas ma langue première. Bon, cette histoire commence lorsque je débute l'université. Je débute la fac à ma première année. On s'est fait rapidement des amis, je me fais rapidement des amis, tellement que je travaille aussi bien, je me fais des amis. En fait, je ne sais pas comment ça se passe là-bas au Cameroun, là. Dans mon pays, il faut, lorsque tu arrives, lorsque c'est ta première année d'université, tu dois être affilié à un aîné. Cet aîné-là va t'expliquer comment ça se passe à l'université. Cet aîné-là va t'expliquer des leçons qui te semblent difficiles. Cet aîné-là va t'expliquer. Il sera comme un mentor en fait. Et nous, j'avais créé un groupe de potes avec qui on était. Et cet aîné-là nous expliquait des leçons qu'on ne comprenait pas. Ça s'est passé bien, mais un jour, nous étions, avec mon groupe, nous étions dans l'auditoire. L'aîné là nous expliquait une leçon qu'on n'avait pas compris. C'était vers 23h. On avait fini, je devais rentrer dans mon dortoir, dans ma chambre. L'aîné là m'appelle, me dit que il me demande comment ça se passe, les cours, tout ça, tellement qu'il me dit que non, je sens que tu es intelligent, tu travailles bien. J'aimerais savoir comment ça se passe avec certains profs. Il me parle de certains profs, je dis que non. Ça se passe bien. Et j'ai dit que non, ça se passe bien, même si certains profs qu'il a cités, les profs qu'il a cités, j'ai dit que non. Ils sont plus athées. Ils sont athées, ils ne croient pas en Dieu. Je dis ça. Il dit, ah ok, c'est juste ça. Je dis oui, c'est juste ça. Il m'a dit qu'il aimerait m'aider. Il aimerait m'aider à exceller comme lui de la première année jusqu'à la dernière année. Je lui demande, t'exceller comment? Parce que moi, je me disais que je travaille déjà bien, exceller encore comment? Il me dit, non, ici c'est comme ça. Il me donne même l'exemple d'un professeur. Ce professeur-là dans notre cours, faculté, cours, bon, il a excellé de la première année jusqu'à sa dernière année. Il est parmi les professeurs les plus brillants du campus.
Il est maintenant comment on dit ça, tétraplégique. Genre, il ne bouge pas, il n'arrive qu'à bouger son corps, certaines parties de son corps. Il bouge juste la bouche. On le conduit dans des auditoires par chaise roulante. Il arrive là et puis il parle. On lui place le micro, il parle. Il est très brillant professeur, très respecté euh, au campus. Il me dit lui aussi, il est passé par là et il est très brillant. Donc moi aussi, je vais devenir comme lui. Alors, j'ai été curieux, je lui ai demandé c'est quoi. Il me dit non, c'est un stylo, comment dire, à caractère mystique. À mystique, ces stylos-là, lorsque tu as un contrôle, je crie juste et puis je crie juste, tu tiens les stylos et puis les stylos, c'est écrit de soi-même. Je dis, oh. Moi, je n'ai pas besoin de ça tellement que je prie. J'ai dit que non, ça va aller. Lorsque je lui ai entendu dire ça, en fait, ça m'avait un peu déçu parce que j'avais tellement de respect pour ces gars-là. Je n'avais même pas aussi dit ça à mes potes de groupe parce que cette année-là, il était parmi le meilleur du campus. Et pour avoir encore une autre personne qui nous explique si bien des leçons, c'était un peu difficile. Donc, je me suis abstenu d'en parler à mon groupe. Voilà, une fois, on avait un contrôle. J'avais un contrôle. Un pote me demande, me dit si on peut partir, si je peux réviser avec lui dans la bibliothèque du campus. On était allé à la bibliothèque du campus. On voit que c'est rempli. C'est rempli, il y avait plein de monde. Je dis que je lui propose d'aller réviser dans ma chambre. Les gars disent non, lui, il préfère là où il y a des livres, il préfère là où il y a des livres, il aime cette atmosphère où il y a plein de livres. Je lui dis, ok, cherche une bibliothèque au campus ou hors du campus. Il me propose une bibliothèque, là, il dit c'est tranquille, et l'atmosphère, c'est bien. J'accepte. En fait, la bibliothèque où on était allé, c'est une bibliothèque qui est affiliée à une église catholique. Lorsqu'on arrive là, en fait, ce qui était bizarre, lorsque tu arrives à la bibliothèque, il y a le réceptionniste qui te demande ton nom et ton prénom. Ton nom complet, le nom de la famille et ton prénom. Euh, En fait, moi, d'habitude, euh, lorsque on me demande ce genre de choses, je donne toujours mon surnom parce qu'on ne sait jamais. Je donne toujours mon surnom. J'écris mon surnom et mon nom. J'ai écrit mon pseudo comme vous pouvez comprendre facilement le terme pseudo. J'écris mon pseudo et mon nom. J'entre, et il demande aussi qui t'a invité à la bibliothèque. C'était un peu bizarre, mais j'écris juste un nom au hasard là. J'écris, c'est cette personne qui m'a invité. Lorsque j'entre, en fait, c'est un couloir. Il y a les réceptionnistes et puis il y a un couloir. À la fin de ce couloir-là, tu entres dans la bibliothèque. Lorsque j'ai fini le couloir, euh, je fais un premier pas à la bibliothèque. Je sens, c'est comme si mon âme, en fait, mon âme est en train de parler. C'est comme si ça avait se détaché de mon corps. Je sens le vertige. Je me dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que j'avais aussi, quoi, je devais préparer aussi mon contrôle. Je devais préparer aussi mon contrôle. J'ai pas tenu compte de ce qui était arrivé. J'entre. Lorsque je cherchais un livre là concernant le cours. Je tiens les livres. Je sens encore, ça m'arrive pour la deuxième fois. Mon âme veut se détacher du corps. Je me tiens, je me repose. Il y a même mon ami qui me demande qu'est-ce qui se passe. Je dis non, rien. Je prends le livre. Les livres, je me mets à lire.
Lui, cet ami-là, il est rentré dans sa chambre vers 18 heures. Moi, tellement que le livre, j'avais trouvé tellement intéressant. Je dis à mon ami que je finisse, et puis, parce qu'il n'y avait pas possibilité de partir avec les livres, tellement que j'étais nouveau dans la bibliothèque, c'était mon premier jour. J'ai dit que non, que je finisse avec le livre, je vais le suivre. Je continuais à lire les livres. Il était 21 h, 22 h. Je vois, il y a un homme, un blanc, parce que la bibliothèque, comme je le disais, c'était affilié euh, à l'église catholique. Et lorsque tu pars à l'église catholique, là, il y avait plein de blancs. Il y avait plein de blancs. Et il y a un blanc, il entre avec comment on appelle les tissus, les tissus de, je ne sais pas comment on appelle les tissus des abbés, des prêtres. J'ai oublié comment on appelle ça en français, la robe là des prêtres. Il entre avec des papiers duplicateurs, des gros papiers là. Il a coupé en quart. Il y a mis de prières. Lorsque cet homme blanc-là entre, tout le monde s'élève. Moi, par respect, tellement que je ne savais pas, je me suis dit peut-être c'est aussi une bibliothèque catholique. Peut-être je vais faire une prière, genre je vous salue Marie ou, ou autre. Je me lève par respect. Il y a le gars là commence à donner de prières à tout le monde. Mais il me saute. C'est comme s'il savait tout le monde qui venait, tout le monde qui. Il me saute, ne donne pas le papier, il donne à tout le monde. Et puis, il commence à lire. Moi, je pensais qu'ils étaient une prière. Je ferme les yeux. Il commence à lire. Mais lorsque il lisait ce qui était écrit dans le papier, tu, as, tu attends que le, le gens qui lisaient, ils parlaient d'invocation d'anges, d'invocation pour ceci. Ils parlaient d'invocation de trucs bizarres. Et puis, je me suis senti mal. Je me suis dit, Jésus, qu'est-ce que je fais ici? J'ai compris que c'était une forme de secte. Genre, tu sens, il y avait des bougies, et puis il y avait des vents qui entraient, commençaient à. Il y avait vraiment le vent. En fait, on peut se dire que c'est normal, mais ça arrive seulement lorsqu'il commence à prier. En fait, on est fermé des fenêtres, mais tu sens qu'il y a le vent, tu sens que l'ampoule s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Tu te dis que c'est bizarre. Tu essaies de sortir, il y a le monsieur qui vient, il te parle, il te dit non, tu ne peux pas sortir comme ça, c'est interdit, c'est pas respecté. Euh, qui vont m'aider pour mon université, pour mes années d'université, je vais exceller, tout ça. En fait, lorsque je regarde encore les gens qui étaient à la bibliothèque, ce sont des gens qui excellaient là-bas au campus. Ce sont des gens qui étaient vraiment respectés. Lorsque tu regardes ces gens-là, tu te dis que non, ces visages ici, je connais. Ils me parlent, ils me disent ça. En fait, je me sentais mal. Je me disais juste c'est que c'est fini pour moi. Si je sors d'ici, ils vont me prendre, ils vont me sacrifier, ils vont me gorger. J'ai dit que non, je n'accepte pas. J'ai refusé. J'ai refusé. Il y a le monsieur, il me regarde, il me dit, sors. Je suis sorti. Je suis arrivé à la maison. J'ai failli me pisser dessus. Donc, l'histoire, c'est juste euh, pour vous sensibiliser par rapport à ce qui arrive à l'université. Il y a tellement, il y a plein de choses qui arrivent à l'université qu'on ne sait pas. Et vous pouvez voir juste des extérieurs en vous disant que c'est safe, c'est tranquille. Mais il y a plein des rites qui se passent à l'université. Il y a plein de gens qui sont dans des sectes. Je vois un gars là, je vous ai dit que cette personne est brillante, mais cette personne a quelque chose, il y a un gris-gris, un fétiche. Donc, c'est juste pour vous sensibiliser.
Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG et bonjour à tous les téléspectateurs de DMG TV. C'est avec un grand plaisir que je prends de mon temps pour écouter toutes les histoires qui sont relatées sur cette chaîne, car mine de rien, ça nous permet de nous prémunir contre les dangers liés à l'invisible. Alors aujourd'hui, moi je viens vous raconter l'histoire de ma cousine, une cousine qui a vécu une histoire traumatisante, une histoire qui a bouleversé sa vie et qui continue même de la bouleverser jusqu'à nos jours. Alors, ma cousine et moi, nous avons vécu ensemble pendant, on va dire, pendant 20 ans, parce que nous sommes issus d'une famille plusieurs. Je tiens à préciser que je suis musulman et je suis issu d'une famille musulmane. Voilà, j'ai rarement entendu les témoignages d'un musulman ici, mais bon, j'espère être peut-être le premier musulman à raconter son histoire. Alors, ma soeur et moi, on vivait dans la même maison, voilà. Et dans notre maison, on était pas moins de 15 personnes. Il y avait des grands-mères, il y avait des tantis, voilà, vous connaissez comment nous on vit en communauté, et voilà. Donc, ma cousine était en Master 2, elle était en fin de cycle. Elle était, voilà, elle préparait son mémoire parce que sa soutenance était dans quelques semaines. Donc, c'était une fille qui ne badinait pas avec ses études. C'était une fille qui ne plaisantait pas avec son avenir. Voilà, elle était focus sur ses études car c'était l'avenir de la famille. Voilà, tout le monde comptait sur elle et tout. Elle était très brillante, très intelligente dans ses études. Et voilà, lorsqu'elle partait à l'université, elle revenait tard, aux environs de 19h, 20h, parce qu'elle passait d'abord chez son encadreur et ensuite elle revenait à la maison. Et lorsqu'elle revenait à la maison, à peine elle finissait de prier, manger, directement elle montait pour travailler sur son mémoire. Voilà, et je tiens à préciser qu'elle travaillait tout le temps sur la dalle de la maison, parce que nous, c'était une maison en étage avec la dalle. Et depuis la dalle de notre maison, il y avait la tranquillité, il y avait beaucoup de vent parce que l'océan était juste à côté. Alors, ma ville, c'est une ville côtière. C'est une petite ville où tout le monde se connaît. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Et c'est un endroit, sur la dalle, c'est un endroit où la nuit, personne ne va, hein, personne ne va. Donc là-bas, elle avait la tranquillité, elle pouvait bosser, elle pouvait étudier comme elle voulait sans que personne ne la dérange. Donc un jour comme ça, on était, comme je vous ai dit, on est une quinzaine de personnes, donc il y a tellement de bruit en bas. Il y a des enfants qui jouent à la PlayStation, il y a des disputes, il y a beaucoup. Donc, elle ne peut pas étudier en bas, c'est pas possible. Il faut qu'elle aille sur la dalle, un endroit où il y a beaucoup de calme. Donc, un jour comme ça, elle rentre à la maison plus tard que d'habitude. Parce qu'au plus tard, 20h, elle rentre à la maison. Mais là, elle est rentrée à la maison à 21h30. 21h30. Et lorsqu'elle est rentrée à la maison, voilà, d'habitude elle fait sa prière. Elle se lave, elle mange, et puis elle mange sur la dalle. Mais ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Lorsqu'elle est rentrée, elle a passé le salam alaikum. Elle est montée sur la dalle directement pour bosser. Parce que c'est vrai qu'on était à une semaine de sa soutenance. Donc, elle n'avait plus assez de temps, en fait, voilà, pour elle-même. Donc, elle monta sur la dalle, et je tiens à préciser que elle est montée, quand elle montait sur la dalle pour étudier, au plus tard, 22h, elle descendait, au fait. Mais là, elle a tellement duré sur la dalle. Au fait, une heure du matin, la trouver sur la dalle, c'était une chose inhabituelle. Parce que 22h, elle redescendait. Mais là, minuit, 1h du matin, elle était toujours sur la dalle. Et lorsqu'elle était sur la dalle, au bout d'une quarantaine de minutes comme ça, elle écouta de la musique forte. Comme s'il y avait un mariage, comme si les gens célébraient un mariage, au fait. Bon, elle n'a pas voulu prêter beaucoup d'attention à ça. Elle a continué à étudier, mais la musique devenait de plus en plus forte. Ça devenait pour elle assourdissant. Donc, elle essaya de voir d'où la musique là venait. Voilà, donc elle a essayé de regarder un peu à gauche, à droite pour voir où c'était pas où on célébrait ce mariage-là. Parce que c'est comme si c'était un mariage. Et je tiens à préciser que c'était une musique qu'elle n'avait jamais entendue.
C'était dans une langue inconnue. Parce que dans notre ville, on se connaît tous. Et puis voilà, c'est pratiquement la même ethnie au fait. Et nous, on parle arabe. On parle arabe et on a notre langue aussi maternelle à nous. Donc, c'était même pas de l'arabe et c'était même pas une langue qui était parlée dans notre localité. Et la langue là, même, elle n'a jamais entendu une telle langue parce que c'était inaudible. Il n'y avait presque pas de syllabes. C'était genre là. Vous voyez comme si quelqu'un mâchait quelque chose, mais il y avait de la musique qui était accompagnée. Est-ce que vous voyez? Et même s'il y avait eu un mariage, bon, on allait être au courant parce qu'on se connaît nous tous. Donc pour elle, elle s'est dit, bon, peut-être il y a un mariage, voilà, bon. Elle, on ne l'a pas informée parce qu'elle passe tout son temps à la bibliothèque, à l'université, donc voilà, un peu partout. Donc, elle essaya de voir d'où la musique la venait. Elle se retourne à gauche, elle ne voit personne. À droite, elle ne voit pas des gens célébrer la musique. Partout, elle ne voit personne célébrer la musique, au fait. Plutôt célébrer le mariage. Elle voit, il n'y a personne, mais elle entend de la musique, mais elle ne voit personne, au fait. Après, tout à coup, sur le mur, il y a une ombre qui apparaît et qui disparaît. En une fraction de seconde, l'ombre disparaît. Là, ma cousine, elle a pris peur. Elle s'est dit que, bon, elle est en train d'halluciner ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire-là, au fait? Ou bien c'est à cause voilà, de son mémoire qu'elle commence à halluciner ou quoi? Bon, elle descend en vitesse parce que là, ça devenait très inquiétant. Elle descend en vitesse, elle part voir maman, notre maman. Elle explique que, bon, voilà. Moi, depuis déjà 30 minutes, j'entends de la musique, mais je ne sais pas d'où la musique là vient. Et moi, j'ai vu une ombre sur le mur qui a disparu en une fraction de seconde. Bon, la maman a compris déjà ce qui s'est passé. Elle dit non, je vais te coucher, voilà, tu es fatigué et tout. Bon, elle s'exécute, elle part se coucher et tout. Maintenant, au bout d'une semaine comme ça, ma cousine commence à faire des cauchemars. Elle commence à faire des cauchemars qu'elle est dans un mariage. Elle voit des gens. Mais elle ne voit pas la tête des gens, au fait. Elle voit juste des corps flotter, au fait, des corps qui sont en train de flotter. Voilà, mais elle n'arrive pas à percevoir. Les gens sont en train de manger de la viande. Ils sont en train de manger de la viande crue. Au fait, tu vois la viande en train d'être déchiquetée, mais tu ne vois pas la tête, tu ne vois pas les dents, tu ne vois rien. Mais la viande, c'est comme si quelqu'un est en train de manger de la viande, ça disparaît un peu, mais elle n'aperçoit pas. Elle aperçoit juste les mains le long du corps et la personne en train de flotter. Et je tiens à dire que ces personnes avaient des pieds de sabots d'âne, des sabots d'âne et des sabots de chevaux. Donc, ce n'était pas des pieds humains, c'était des pieds de sabots d'âne et des sabots de chevaux. Tu vois? Donc, elle s'est levée en pétard, en sursaut. Elle a dit c'est un cauchemar. Elle a eu peur. Le lendemain, elle refait le même rêve. Elle va expliquer à maman que non, là, maman, ça fait 2 fois de suite que je fais un rêve bizarre. Elle explique. Bon, la maman ne voulait pas du tout alarmer la famille ou alarmer la cousine, parce que généralement chez nous, c'est les djinns qui apparaissent comme ça. Bon, les djinns, pour ceux qui ne savent pas, c'est des créatures surnaturelles qui vivent avec nous au quotidien, mais qu'on ne peut pas voir. Voilà, les gens les utilisent pour la sorcellerie, pour pas mal de choses. Voilà. Et le 3e jour, elle refait le même rêve. Mais cette fois, quelqu'un vient la chuchoter à l'oreille que tu seras ma femme, tu seras ma femme, tu seras ma femme. On va célébrer notre mariage. Elle a eu peur. Elle n'arrive pas à se réveiller. C'est comme si elle était enchaînée. C'est comme si on l'avait attachée. Elle, son homme l'a caressée, l'a touchée. Après, tout à coup, elle se réveilla comme ça. Elle se réveilla. Là, la maman a pris les choses au sérieux. Voilà, nous sommes allés voir un raki. Pour ceux qui ne savent pas, un raki, c'est un imam qui traite les phénomènes paranormaux. Donc, on a lu du Coran sur elle, Voilà, rien ne s'est manifesté, hein.
On lui a donné des médicaments, voilà. On lui a dit de lire une sourate du Coran pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Et au bout d'une quinzaine de jours, ça allait, hein, ça allait. Donc elle a délaissé la sourate qu'on lui a dit. Bon, la sourate, c'est comme un verset pour les chrétiens, un verset biblique qu'elle devait lire chaque jour avant de dormir. Donc, elle a délaissé la sourate parce qu'au bout d'une quinzaine de jours, ça allait bien. Mais il ne fallait pas, c'est là où tout son mal va commencer. C'est là où tout le mal va commencer. Lorsqu'elle dort dans la nuit, là, elle n'entend plus la voix d'un homme. Là, c'est maintenant une femme qui vient dans son rêve. Une femme qui vient avec un fouet pour la chicoter, Et lorsqu'elle se réveille, je vous promets, lorsqu'elle nous a montré ça le matin, moi j'ai eu tellement peur. Lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle avait des traces de fouet sur son dos. Et pourtant, personne ne l'a chicoté parce qu'elle a dormi près de notre maman. Personne ne l'a chicoté. Mais le matin, elle s'est réveillée avec des traces de fouet. Là, non, c'était grave. Elle n'a même pas pu soutenir. Elle a commencé à délirer, commencé à voir des choses bizarres. Nous, on a décidé d'aller voir le même imam. On a fait des choses, pas mal de choses. On allait voir pas mal d'imams. Ça n'a pas marché. Et comme si, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y avait un sorcier qui était de passage dans notre village. Et tout le village était malheureusement, bon, toute la ville était au courant que notre cousine était atteinte d'une démence, d'un phénomène paranormal. Parce qu'elle faisait des rêves, elle se réveillait, on ne la voyait plus, elle disparaissait et tout. On la retrouvait mutilée et tout. Le lendemain, comme elle se retrouvait, elle est mutilée. Elle saigne au fait. C'est comme si elle s'est battue avec quelqu'un. Comme je l'ai dit, il y avait un sorcier qui était, un guérisseur, on va dire, qui était de passage dans notre village. Voilà. Il y a une amie à ma mère qui est venue dire que voilà, il y a un sorcier qui est là. Est-ce qu'on ne va pas partir voir le sorcier et tout? Ma mère a dit non, jamais. Elle ne va jamais aller voir un sorcier pour ça. Elle croit en Dieu, elle ne va jamais aller voir un sorcier. Notre tante lui a dit, mais bon, allons quand même, on va voir le gars. Ce qu'il va nous dire de faire, si c'est pas mauvais, en tout cas, on ne perd rien à aller voir le gars. Et le jour, je ne sais pas pourquoi, c'est moi qu'on a choisi pour accompagner. Moi, j'ai accompagné ma mère. Et lorsqu'on arrive chez le sorcier en question, bon, c'était pas chez lui, c'était pas comme les sorciers traditionnels avec des amulettes un peu partout. Non. Lui, il était bien, il était, je ne veux pas dire bien, mais il était très propre, soigneux, et il vivait bien, il vivait dans une petite résidence qu'il avait pris dans la ville. Donc, arrivé là-bas, on a expliqué le problème au sorcier. Il a pris un verre d'eau. Tout s'est passé devant moi, il a pris un verre d'eau. Il a chuchoté des paroles dans le verre d'eau là. Il a donné ça à ma cousine de boire. Ma cousine s'est exécutée. Elle a bu l'eau. Et lorsqu'elle a bu l'eau là, elle est entrée en transe. Il y a une voix là qui est sortie d'elle. C'était pas sa voix. C'était une voix d'une femme en colère. La personne parlait avec la basse. La personne, non. Moi, je suis allé me cacher derrière ma mère. Ça c'est quoi encore? Pourquoi vous m'avez amené ici là? Là, c'était une femme qui parlait en aide. La femme était en colère. Maintenant, le sorcier lui a demandé, mais pourquoi tu possèdes la fille? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? La sorcière a dit que on est en train de célébrer les... écoutez DMG TV. La personne qui possède ma cousine dit que, en fait, c'était un djinn. C'était un esprit, en fait. C'était un esprit de la mer, de l'océan. Parce que l'océan était juste à côté de nous. C'était un esprit de l'eau. Donc l'esprit a dit que on est en train de célébrer le mariage de ma fille. Donc ma cousine s'est approchée à l'endroit où ils étaient en train de célébrer le mariage là. Donc là-bas, ils ne veulent pas voir des humains. Lorsqu'un humain
apparaît là-bas, le mariage est gâté, quoi. Donc, genre, il n'y a plus de mariage. Et le mariage doit se faire dans plus de 300 ans encore. Parce qu'eux, ils vivent au moins 2000 ans. Eux, ils vivent longtemps. Que là, il faut faire le mariage. Donc, elle a dit que c'est 200 ans ou 300 ans encore. Que là, ma soeur a gâté le mariage. Ma cousine a gâté le mariage. Donc, elle veut se venger, tout et tout. Elle veut se venger. Et aussi que elle, l'esprit qui est en elle là, son mari est tombé amoureuse de la fille là. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que lorsqu'elle faisait des rêves là, il y a quelqu'un qui lui disait à l'oreille que tu es ma femme, tu es ma femme, tu es ma femme. C'était le mari de la femme là. Je ne sais même pas, je vais vous dire ça comme. C'était le mari de l'esprit qui possédait ma soeur là, qui est tombée amoureuse de ma soeur. Et la femme là était jalouse. Donc elle a dit qu'elle veut se venger parce que non seulement ma cousine a gâté le mariage de sa fille, et elle, son mari, est tombée amoureuse de ma cousine parce que ma cousine c'était une belle femme, une jolie femme même. Voilà. Donc, le sorcier a dit, s'il te plaît, ne tue pas la fille, dis-nous ce que nous on peut faire pour que tu libères la fille. La sorcière a dit, l'esprit de l'eau qui possédait ma cousine a dit, ce que vous devez faire, vous devez la couper tous ses cheveux. Couper tous ses cheveux. Parce que dans leur monde à eux là-bas, les esprits là, les djinns, eux, c'est les cheveux leur beauté parce qu'ils ont de longs cheveux et tout, ils entretiennent leurs cheveux. C'est ça leur totem apparemment. Donc vous la coupez, elle dit, vous la coupez tous ses cheveux et puis vous la mariez, vous la donnez en mariage à quelqu'un. Peu importe la personne, juste pour que son mari se détourne d'elle. Vous la donnez en mariage. Vite fait. Et dans une contrée, dans une autre contrée, dans une autre ville, dans un autre village, mais elle ne doit plus rester dans leur village là. Parce que si elle reste là, l'esprit de l'eau là va la tuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, on s'est exécuté, on l'a coupé les cheveux. Et puis ma mère s'est rappelée qu'on avait une autre cousine là qui vivait loin, qui était amoureuse de ma cousine. Mais ma cousine ne voulait pas. Ma cousine, voilà, elle voulait finir ses études d'abord. Voilà, et on ne pouvait pas la trouver un mari dans la ville, hein, parce que tout le monde était déjà au courant de ces crises de démence. Quel homme va accepter de marier, voilà, une femme comme ça? Donc on a appelé le cousin. On a dit au cousin, voilà, que bon, finalement la famille a réfléchi, on veut te donner la fille, mais à condition que voilà, elle termine ses études et tout et tout. Il a accepté, lui il était amoureux, lui il voulait seulement, il a accepté, et que vous partez, vous vivez loin d'ici, vous ne vivez pas ici. Voilà, lui n'a même pas posé de questions, lui tellement il voulait la fille, il a accepté. Voilà, on l'a coupé les cheveux, au bout d'1 mois ça allait bien, ça allait bien. Voilà, ils ont déménagé, voilà, et ils ont même eu 3 enfants, Mais le pacte, c'est quoi? Il ne faut plus que la fille la remette pied dans notre ville. Il ne faut plus jamais. C'est ça. Donc, je ne sais pas quelle leçon vous allez tirer de ça. Mais bon, moi, je veux vous dire que la curiosité est un vilain défaut. Faisons attention à où on met les pieds. Vraiment, surtout la nuit, surtout dans des endroits déserts, dans des endroits où il n'y a pas de gens. Lorsque vous entendez des bruits bizarres, des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre dans certains endroits, s'il vous plaît. N'essayez pas d'aller voir qu'est-ce qui se passe, ça provient d'où. Donc, voilà. C'est ça mon histoire. J'ai pris que Dieu vous garde, que Dieu nous préserve du mauvais sort et du mauvais œil. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour la famille DMG TV. Partagez, likez, commentez, afin de vraiment, ce n'est pas juste pour agrandir la communauté, mais c'est pour permettre, pour sauver le plus de vies possible. Donc, je viens vous raconter notre histoire. Je vais parler un peu plus posément cette fois-ci. Tout à l'heure, quand je veux parler vite, je bégayais beaucoup, donc je vais essayer de parler plus posément. Donc, ceci, c'est toujours une histoire de revenant. Ça, c'est maintenant l'histoire de Madame Marie. Bon, je ne vais pas donner tout son nom. Une femme décédée en 2013, qui revient 5 ans plus tard chez elle en 2018. Bon, qu'est-ce qui se passe?
Nous revenons en arrière en 2013. En 2013, une jeune femme qui se trouvait dans une autre ville du Cameroun, une autre région, vendant dont une jeune femme qui vendait ses oranges, subitement se met à se comporter bizarrement. Donc, elle regarde autour d'elle, apeurée, affolée, elle demande, mais c'est qui ça? Qu'est-ce que vous faites ici? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Et tout ça. Donc, bien sûr, les gens la regardent, ceux qui sont autour d'elle, bien sûr, les autres vendeuses, les gars qui sont là, les motoboys et tout ça, ils ont l'impression que, mais est-ce que la vraie Cécile est en train de devenir folle? Parce que comment ça? Et elle entend des gens l'appeler avec un autre nom, un nom qu'elle ne comprend, qu'elle ne connaît pas. Mais elle a dit que non, 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 mais pourquoi vous m'appelez que ce n'est pas mon nom c'est ceci. Mais les gens sont étonnés, les gens se disent plutôt que ah, la reine ici, elle est en train de devenir folle. Les gens se rapprochent un peu, bon, on va l'attraper. Si elle ne, vous voyez, non, de peur qu'elle ne bondisse, qu'elle ne fuit et tout ça, ou qu'elle ne se déshabille ou un truc comme ça. Mais elle est plutôt calme, elle est plutôt affolée et tout. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Il y a alors monsieur apparemment qui a, je ne sais pas si peut-être là, il a déjà eu à entendre une pareille histoire, un truc. Lui, plus calme, il s'est rapproché, il a pu parler plus posément avec elle. Lui a demandé, madame, comment vous appelez? Elle a dit, d'où venez-vous? Elle a dit de Banga. Banga, c'est une ville de l'ouest du Cameroun. Comment vous appelez? Elle dit, mais où est son bébé? Où sont ses enfants? Où est son mari? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle demande, où est-ce que je suis? On lui dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Les gens sont étonnés alors. Le monsieur dit, ok madame, est-ce que si on vous aide à retrouver votre maison, vous allez pouvoir, vous reconnaissez, si on vous donne le transport, vous reconnaissez votre maison. Elle dit, mais bien sûr, ok, pas de problème alors. Ce que les gens font alors, on l'aide, elle prend le transport. Quand elle prend le transport, elle arrive, là c'était en 2018, le lundi, c'est en 2018. Elle arrive chez elle. Bien sûr, choc complet, choc total. Le mari, les enfants, la famille, les voisins, tous sont choqués. Qui est-ce qu'ils voient devant eux? La dame qui est morte, cela fait 5 ans de cela, morte en 2013, pendant qu'elle accouchait. Elle a accouché par césarienne. On dit, mais c'est quoi ça? On a enterré la femme-ci. Elle est enterrée. On a fait ses funérailles. On a tout fait. Qu'est-ce que c'est son fantôme? Bien sûr, tu vois, on vérifie un peu, on lui jette les choses pour voir si elle va disparaître, des machins, ça. Elle dit, non, c'est moi. Tu sors d'où? Elle dit, je sors de tel endroit et je me suis réveillée. Je ne sais pas comment je fais pour arriver là-bas. Je vendais les oranges. Quoi? Attends, mais comment ça? Tu as fait comment pour arriver là-bas? Elle dit, elle ne sait pas, elle ne sait rien. Tout ce qu'elle sait, elle s'est souvenue à partir du moment où elle vendait les oranges. Quand elle s'est réveillée là-bas, elle ne sait même pas d'où elle venait. Donc, si on lui demande même, mais tu viens, où est-ce que tu habitais là-bas? Elle ne sait pas. Elle ne sait même pas comment elle arrivait là-bas. Si on venait la déposer à ce coin de Carrefour, elle ne sait rien. Maintenant, pour vérifier, bien sûr, parce qu'on se demande, mais c'est quoi ça? Elle montre même la cicatrice. Donc, elle soulève même son habit devant tout le monde pour montrer la cicatrice de la césarienne. Elle connaît le nom de tout le monde. Elle connaît le nom de tel, de tous les ancêtres. C'est pas possible, ça. Les gens, bien sûr, on appelle le pasteur qui vient, là, il fait les prières, tous les trucs. Non, la femme est là, donc elle n'est pas un fantôme. Elle est là en chair, en os, on peut la toucher. Comme, bien sûr, ils ont commencé à soupçonner, bien sûr, le FAMLA, parce que le FAMLA, généralement, c'est de la zone des plateaux de l'Ouest et tout ça, au Cameroun. Le FAMLA, généralement, c'est une association mystique où on vend les gens. Tonton Alex, vous avez parlé du FAMLA. Et le Kong, généralement, c'est ceux du sud, du centre du sud qui pratiquent le Kong, dont les Bassa, les Bétis et la côte et tout ça sont qui pratiquent le Kong. C'est toujours une pratique de vente des gens, mais apparemment, la façon dont ils le font est différente. Donc, les gens alors revenant à l'histoire de la femme, donc ils comprennent qu'en fait, elle a durement été vendue aux femmes là. Et on a profité du fait qu'elle accouchait pour pouvoir pour la tuer pendant son accouchement.
Donc, on l'a confié au pasteur. Et bien sûr, la famille dit aussi qu'ils vont faire un test ADN, mais avec tout ce qu'elle a dit, les noms, les trucs, c'est vraiment elle, tout le monde. Son mari, même avec sa carte d'identité, il sort sa carte d'identité pour montrer aux gens. Donc, les gens sont venus, la police, tout le monde. Il dit que non, c'est elle ici. Mais c'est quoi ça? Donc, vous voyez la famille. Le monde est formidable. Vivons seulement. La question que j'aimerais seulement me poser, je me suis posé la question là. Tu t'assois comme ça, tu vois un défunt ou ton papa que tu aimais tellement, ou ton un enfant, ou cogner à la porte et maintenant dit que je me suis réveillé à tel endroit, je suis revenu à la maison. Je ne sais pas, avec tout l'amour qu'on a pour eux, je ne sais pas si on pourra même dormir dans la même maison ou bien. Là, tu dors comment? Tu dors en disant que je peux dormir comme ça, je me réveille, la personne vient, m'embrasse et on disparaît ensemble. Il venait comme ça chercher quelqu'un, il est seul là-bas. Hey, comment est-ce qu'on fait? Quand tu dors, tu te réveilles, tu trouves quelqu'un, tu savais avoir été enterré depuis là. Et en plus de ça, même quand ces gens-là, si quelqu'un, quand un revenant rentre là, comme monsieur Dongola, ou bien madame, maman Marie là, quand la personne, après vous avez fait les funérailles tout, quand la personne meurt, est-ce que vous allez encore on va encore appeler qui pour cotiser? Pardon, excusez-moi. C'est que parfois, vous savez, il faut souvent déstresser devant des trucs aussi doux, aussi graves. Il faut souvent déstresser, franchement. Imaginez un peu. On paye encore la cotisation pour enterrer la personne. On dit que mon frère, cette fois, si tu meurs, même la morgue, on t'amène pas t'enterrer directement. Tu veux, tu sors. Et vraiment, le monde ici, hein, c'est étrange. Et dernièrement, je parle même, c'était le 1er décembre, le 1er décembre 2023, l'année passée, toujours à l'ouest. Non, cette fois, c'est encore à l'ouest, pas toujours à l'ouest, cette fois, c'est encore à l'ouest. Une autre maman, la famille est partie l'enterrer et tout, on va au village, les cérémonies et tout. Maintenant, de retour dans la ville, à la maison, on vient la trouver debout au coin du mur, près de la porte, là même avec sa robe, la robe dans laquelle on l'a enterrée et tout. Elle est là adossée, les yeux fermés. Il y a toujours aussi cette vidéo-là sur le net. Toujours au Cameroun, pas le continent, la planète camerounaise. Là, nous sommes déjà au niveau de planète. Les levels que nous sommes en train de débloquer, c'est grave. Donc, elle était debout dans le salon. Les gens encore recommençaient le deuil à parler. Ça veut dire que elle aussi, on l'avait vendue. Ou la vente s'est passée comment? Ou peut-être qu'elle avait à travailler sur son corps avant. Parce qu'il y a des gens qui le font, ils travaillent sur leur corps. Mais généralement, c'est pour tuer automatiquement. Pour faire le retour à l'envoyeur. Si quelqu'un veut te tuer, c'est plutôt lui qui meurt. Mais là, je ne sais pas trop. Donc, la famille, bisous, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour la famille DMTV, bonjour à DMTV, merci de liker, partager. Tout ça là, c'est pour donner la force à notre page DMTV et puis de sensibiliser les autres. Encore bravo et merci à vous DMTV. Je suis une sœur africaine. Je vous appelle depuis Paris et je suis du Congo, Brazzaville. Je vis actuellement en France. Je vous explique un peu mon histoire. Alors, c'était en fin 2008-2009. J'étais tombée enceinte de ma deuxième fille. Alors, c'était pas une grossesse facile, hein. Déjà, à la base, j'ai galéré pour retomber enceinte parce que j'avais déjà ma première fille qui avait 6 ans. Donc, pour la deuxième, ça n'a pas été facile. Et Dieu m'a fait grâce, je suis tombée enceinte de ma deuxième fille. Tout s'est bien passé jusqu'au jour où je me sentais pas bien. C'est un dimanche, mon mari m'a appelé, comme il avait l'habitude d'aller en Afrique. En fait, il faisait ses business là-bas, donc il avait un pied ici, un pied là-bas, comme on le dit souvent. Donc il m'a appelé un dimanche en prenant les nouvelles de ses enfants, hein. Et arrivé, il a appelé pour demander si j'allais bien. J'ai dit oui, ça va. Il m'a dit la grossesse, ça se passe bien. J'ai dit oui. Et dès qu'il a raccroché, j'étais à la maison avec ma fille. Ma maman habitait avec moi et ma cousine.
Mais ce dimanche-là, ils étaient partis à l'église. Moi, comme je me sentais fatiguée, ma fille et moi, nous étions restés à la maison pour se reposer. Et là, je commençais à sentir, j'avais très mal au ventre, j'ai eu envie d'aller faire pipi. J'avais des glaires qui sortaient, mais c'était un peu rose. J'ai dit, bon, ben, ça, ça peut aller, ça peut passer, quoi. Et là, je ne comprenais pas, j'avais des douleurs au bas-ventre, ça me faisait très très mal. Et là, j'ai dit à ma fille, appelle mamie, dis-la de venir, maman ne se sent pas bien. Et ma fille, elle a appelé ma maman, elle a dit, mamie, maman ne se sent pas bien, reviens à la maison. Et l'église était à 2 minutes de la maison. Et après, je lui ai dit, appelle les pompiers parce que là, je pense que je vais aller à l'hôpital. Et elle a appelé aussi les pompiers, ils sont arrivés vite fait et tout. On m'a pris, on m'a emmené à l'hôpital, ma maman est arrivée, elle a gardé la petite, après elle nous a suivis. Mais arrivé à l'hôpital, on m'a pris, on a vu le dossier médical, on m'a dit, ok, c'était prévu que vous accouchiez le 25 décembre. Et là, bébé va arriver tôt, donc voilà, ça peut le faire. Ok, on m'a mis dans la salle d'examen, on m'a mis le péridurale. Après, on était en train de me mettre, voilà, pour voir combien de doigts j'étais. Ils m'ont dit, vous êtes à 8 doigts. Et là, tout d'un coup, il y a un liquide qui sort de mon... Le liquide était toute verte. Et là, l'infirmière qui dit, ben, c'est quoi ça? Il appelle son responsable qui vient, le chef, qui vient et dit, ah non, l'enfant a fait caca dans le ventre, donc vite fait, césarienne obligée. On me dit, madame, il n'y a pas de choix, hein, vous allez passer tout de suite dans l'autre salle, on va vous faire une césarienne. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, le liquide continue à sortir vert. Et ils commencent à s'inquiéter. Ils ont dit, vite, parce que là, si on ne fait pas vite, le cœur de l'enfant va lâcher, et puis voilà. Après, ils m'ont fait la césarienne, ils m'ont endormi, hein. Mais quand ils m'ont endormi, je me suis vue sortir de mon corps, aller de l'autre côté, en fait. Je me suis vue sur la table, sur le lit d'accouchement. J'ai vu mon corps sur le lit. Et moi, je me suis encore vue. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est quoi? C'est quelle expérience ça? Et je voyais comment les médecins rentraient dans la salle, sortaient, rentraient, ils étaient paniqués, tout. Ils parlaient entre eux, ils parlaient. Et moi, j'étais là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et d'un coup, j'avais perdu mon père. J'ai vu mon père dans la foule, en train de dire aux autres, non, je peux le faire, je peux la faire revenir à la vie, je peux. Et papoter, il parlait là et tout ça là. Et après, il est venu, il a mis ses mains sur ma poitrine et là, je me suis réveillée. Il commençait à me dire, ah, Madame X, on a eu peur, hein, on a failli vous perdre. Hein. En tout cas, on était là en train de vous pincer, de crier, de vous appeler. Vous n'étiez plus avec nous, hein. On a eu peur un moment. Et là, votre rythme cardiaque est redevenu normal. Ben, je ne sais pas si vous êtes croyante, mais vraiment faites des prières après là. Parce que là, pour nous, vous n'étiez plus là. J'ai dit, ah, d'accord. Et là, je vois mon bébé à côté et je vois que j'avais des crottes à côté de mon tête. Donc je demande c'est quoi ça. Ils m'ont dit, votre fille c'est une chieuse, elle a encore chié elle a chié dans le ventre et en sortant, elle a encore chié sur votre coussin. En voulant vous la présenter, elle a fait prout là. J'ai dit, ah d'accord. Et j'étais fatiguée. Je disais, je veux voir mon bébé, je veux voir mon bébé. On m'a dit, pas maintenant, vous allez la soulever, vous allez la voir après. Elle est dans la salle avec les infirmières. Et moi, on m'a emmené dans la salle d'éveil le temps que l'anesthésie se finisse et tout ça là. On est sorti après quelques semaines à l'hôpital. Une semaine on a fait, on est sorti. Après cela, on est rentré chez nous. Bébé avait 3 mois maintenant. Tout se passait bien. Hein. Après cela, tout s'est bien passé. Et j'ai reçu une visite de mes copines qui sont venues me voir le bébé. On est resté en famille, on a mangé, on a bu et tout ça. Après, dans la nuit, ma fille, elle avait pris son dernier bibi à 22h. Donc, j'ai dit, dans 3 heures, elle va prendre encore le tété. Comme ça va le faire. Et dans la nuit, je dormais, je ne sentais pas que mon bébé pleurait, criait, rien du tout. J'ai dit, c'est bizarre que l'enfant là ne pleure pas. Et pourtant, elle connaît ses heures, quoi. Chaque 3 heures, elle m'embête. Je mets la lumière, je vois que l'enfant ne bougeait pas. L'enfant avait le ventre ballonné. C'est comme si, vous voyez, en Afrique, quand
Un chien meurt dans la rue, comment il devient le ventre tout gonflé, tout. Je tiens ma fille comme ça, elle avait la bouche ouverte, les yeux en l'air et tout. Je dis, c'est quoi ça? J'ai commencé à paniquer, mes copines commençaient à pleurer, ma fille commençait à pleurer, tout le monde. Je disais non, 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 non. Je dis non, ne pleurez pas. Là, on va encore attirer le malheur. Le diable ne va pas me gagner. J'ai dit, Seigneur, cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Seigneur, j'ai attendu. Là, ma première fille, elle a 6 ans. Regarde l'écart avec celle-là. Seigneur, tu ne vas pas me l'arracher. Tu ne vas pas accepter que le diable me l'arrache comme ça. Je commençais à prier, 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 prier. Mais vraiment, de toutes mes forces, je priais. Et j'entendais une voix qui me disait, va à la douche, prends de l'eau, asperge-la de l'eau, fais ceci, fais cela. Je l'ai fait de bouche à bouche, je l'ai fait les massages cardiaques sur le lit. Un bébé, hein, mais je faisais comme si je faisais sur une grande personne. J'ai fait le temps là, ma copine, mes soeurs appelaient les pompiers. Et les pompiers sont arrivés. Il y avait même 3 voitures qui sont arrivées au même moment. Au moment où ils se dirigeaient vers nous, ils sont venus, ils ont toqué à la porte, ils ont vu Madame X, c'est ici. J'ai dit oui. Ils ont dit, il est où l'enfant? Ils ont pris l'enfant. Et avant qu'ils arrivent, même, j'ai sauté une partie. Et l'enfant est revenu en elle. Commençait à tousser, crier, pleurer. Et là, j'ai dit, merci Seigneur. Je commençais à louer mon Dieu, dire merci. Oh Jésus. Et là, ils m'ont vu, ils m'ont dit, c'est le bébé. J'ai dit, oui, ils ont pris l'enfant, ils ont pris le pouls de l'enfant. Ils ont vu que l'enfant avait cessé de respirer pendant 3 heures. Ils m'ont dit, chose impossible pour eux, c'était une mort subite de nourrisson. L'enfant à la morgue, point barre. Ils m'ont demandé comment vous avez fait pour prendre soin de votre enfant, de la réanimer. Dites-nous les gestes que vous avez fait, qui vous avez appris et tout ça. Là, j'ai dit, moi, en tout cas, je n'ai pas été à l'école pour ça, mais mon père, il était médecin. Et voilà, avec les expériences de la vie aussi, on voit un peu à la télé et tout ça là. Ils m'ont dit, vous ne dormez pas à la maison, on y va à l'hôpital. On est parti à l'hôpital qui n'était pas loin de la maison. C'était à 2 pâtés de la maison. On est parti, arrivé à l'hôpital. Le service d'urgence nous a pris, ils m'ont posé quelques questions, j'ai répondu. Et il était presque 3 heures du matin. Quand j'expliquais, eux, ils avaient déjà appelé les autres services à Nantes. Il y avait des spécialistes pour les enfants malades et tout ça là. Ils ont pris hein, l'hélico hein, ce soir-là. Vraiment, c'est comme si c'était dans un film. Ils sont arrivés vers 6 heures du matin, 7 heures à l'hôpital Trousseau, à Paris, dans le 12e. Ils sont arrivés, c'était une équipe de 6 professeurs, 3 femmes, 3 hommes. Ils sont venus, ils se sont dirigés vers nous en posant des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. J'ai commencé à relater. Ils m'ont proposé de passer à la télé parce que pour eux, c'était pas normal. Il y a beaucoup de parents à ce moment-là, quand ils allaient trouver leur enfant inanime, ils allaient perdre espoir, ils allaient attendre que les pompiers viennent faire leur travail. Mais vous avez eu ce courage hein, de vous réveiller, de prendre l'enfant, de réanimer votre enfant. J'ai dit parce que moi, j'entendais une voix qui me disait, allez, tu peux y aller, tu peux aller, tu peux le faire, vas-y. En fait, on me donnait les ordres à faire. On me disait, fais ci, fais ça. Et moi, je faisais que ce qu'on me disait. Et la dame, il y avait une dame parmi les autres qui me disait, oui, madame, ça serait mieux que vous passiez à la télé, vous vous inquiétez pas, on sera avec vous. Vous savez, ce genre de cas, ça n'arrive pas souvent. Il y a d'autres mamans qui perdent espoir, les enfants meurent, mais vraiment, vous allez être un exemple. J'ai dit, non, 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 non. Je ne veux pas exposer mon enfant. J'ai déjà dit merci à mon Dieu qui me l'a donné et qui me l'a fait revenir à la vie. Donc, je ne dirai pas merci devant les hommes. Après, ils m'ont dit, ok, il y avait des papiers à signer, j'ai signé. Et là, le père était venu. Hein, quand on lui a dit que j'ai accouché, le lendemain, il a pris son vol, il est venu à Paris. Et il est arrivé, on lui a dit de signer aussi, il a signé les papiers. Et nous sommes restés 1 semaine après pour faire les examens parce qu'ils voulaient connaître quand même, savoir la vérité. Ils ont fait les radios, le scanner, tout. On a tout fait comme examen pour voir même si l'enfant à la langue aura des anomalies quelque part. Non, ils ont tout fait. Et après cela, on est sorti à l'hôpital. L'enfant a bien grandi. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Je bénis l'Éternel. Elle a 14 ans aujourd'hui. Mais elle a un don. Elle a le don de rêve. Donc, cet enfant-là, quand elle rêve, elle fait des songes. Ça se réalise. En 2009, j'ai perdu ma soeur aînée. Elles n'étaient pas à l'enterrement parce que je ne voulais pas qu'elle regarde comment on va se passer. Je voulais qu'il garde l'image de ma soeur. Voilà. Et elle m'a dit, maman, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé maman X qui est venue me dire qu'elle est bien là où elle est partie, faut plus pleurer, quand tu pleures, tu le bloques sa route, quoi. Donc elle était joyeuse, elle était comme si elle était encore jeune, elle s'est rajeunie, vraiment,
à cette époque-là. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Donc, elle avait 9 ans et demi quand ma soeur est décédée. Donc, elle m'a dit, j'ai vu maman, elle était toute belle, elle s'est même mariée, elle est partie au Cameroun. Elle m'a parlé du Cameroun. Elle m'a dit, elle est au Cameroun, elle s'est fait une nouvelle famille là-bas. Elle a dit, elle est très heureuse. Elle veut que toi aussi tu sois heureuse. Elle est là, elle te regarde, elle pense à nous. Mais toi aussi, pense à toi, ne pleure pas trop, sinon tu vas la rendre triste. Et là, j'ai dit, ok. Ça m'arrive de penser de pleurer à ma soeur, mais pas devant elle, parce que elle m'avait déjà dit, maman, tu pleures pas, j'espère, hein. Quand elle me voit triste, elle me dit, tu penses à qui ou à quoi? Je dis, non, 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 je pense à quelque chose que j'ai vu, par exemple, à la télé et tout ça là. Donc voilà un peu mon expérience. Je voulais édifier beaucoup de mamans. Quand on arrive à ce niveau-là, on perd espoir. Mais vraiment, mettez votre Dieu à l'épreuve. Il est là, il exauce, il nous regarde, il peut, il fait des merveilles. Donc, donnez votre vie à Christ. Bon, pour les musulmans, hein, je ne bannis pas les autres, mais vraiment, chacun de nous a ses croyances. Vraiment, Dieu existe. Vraiment, priez, priez, priez. Merci à DMTV, merci pour tout ce que vous faites. En tout cas, je reste dans les commentaires. Check. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Allô, coucou. Bonjour DMG. Salut la communauté. Ah, DMG, on va jamais finir de te remercier. Toujours le merci. Cette belle initiative. Et viens conter une autre histoire aujourd'hui encore. Bon, c'est ce qui s'est passé avec ma grand-mère. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle. Bon, on disait qu'elle est très compliquée. Donc, quand elle est décédée, elle est venue me parler à travers les rêves. On était à ses funérailles et j'étais là arrêtée comme ça, et puis c'est comme le corps venait me parler. Enfin, elle parle dans mon oreille, j'attends sa voix, et puis ça c'est pas un rêve, ça c'est. Elle est venue me parler de moi à ses funérailles, en fait. C'était pas un rêve. Donc, elle est venue et puis, parce qu'on a donné mon nom à la belle-mère. Donc, elle est venue et il m'appelait belle-mère. Elle dit, belle-mère, dis à ta maman de me pardonner. Sans son pardon, je n'aurai pas la route. Bon, en fait, j'ai ignoré. J'ai dit, c'est quoi ça? Après, on nous a appelés. On dit, on n'est qu'à rentrer sur son corps pour parler. Quand on est rentré sur son corps, là, chaque personne disait, grand-mère, pardonne-moi. Grand-mère, pardonne-moi. Grand-mère, pardonne-moi. Et j'ai été la seule partie. J'ai dit, grand-mère, je te pardonne. Va en paix. Je te pardonne pour tout ce que tu as fait. Et en retour aussi, pardonne. Vivre ensemble, c'est le fait de s'offenser. Après, on a envoyé le corps, parce qu'on est des musulmans, on a envoyé le corps à la mosquée. Donc, arrivé à la mosquée là-bas, elle vient me parler encore. Elle dit, belle-mère, dis à ta maman de me pardonner. Si ta maman ne me pardonne pas, je n'aurai pas la route. Il a dit, j'étais là comme ça. Il dit, c'est qu'elle a fait ça encore aujourd'hui. Puis j'ai dit, ça c'est quoi qu'elle a fait aujourd'hui encore. Maintenant, tout ça là, je n'ai pas. Je suis restée à la mosquée comme ça. Il dit, elle là me parlait là. Elle là. Et c'est elle peut demander pardon. De son vivant, elle disait qu'il n'y a pas pardon entre enfant et maman. Donc, notre maman là, c'est son enfant, elle ne peut pas lui demander pardon. Je dis non, elle ne peut pas lui demander pardon. Comment elle peut lui demander pardon? Elle a dit, l'enfant n'a aucun droit sur ses parents. C'est les parents qui ont un droit sur l'enfant. Donc, de son vivant, c'est toujours ce qu'elle nous disait. Comment elle peut venir me dire dans mon oreille comme ça, de demander pardon?
après, on est quitté au funérailles. Bon, la ville où moi je vivais maintenant, là, arrivé là-bas, elle est venue me parler à travers les rêves. Quand elle est venue me parler à travers les rêves, j'étais couchée une nuit et puis elle est venue. Elle dit, belle-mère, mais je te fais ma commission. Pourquoi tu ne veux pas faire ma commission? J'ai dit de dire à ta maman de me pardonner. Sans son pardon, je n'arrive pas à voir la route. C'est là que je lui dis, grand-mère, tu as poussé notre mère à être méchante avec nous. Mais tu as dit que l'enfant là n'a aucun droit sur ses parents. Et c'est les parents qui ont un droit, que c'est l'enfant qui doit obéir à ses parents, que les parents n'ont pas d'obéissance envers les enfants. Comment tu peux lui demander pardon? Je ne vais pas faire ta commission. Et je lui ai dit ça en rêve. Il dit, je ne vais pas faire ta commission. Je me suis réveillée et je n'ai pas fait la commission. Elle est venue une autre fois encore. 1 ou 2 semaines après, elle est revenue encore. Elle est venue me faire la même commission. J'ai dit non. J'ai dit, je ne fais pas ta commission. Un jour maintenant, là, j'étais dans le personnel. Dans le rêve, quoi. C'était toujours un rêve. Un autre jour, parce que c'est 3 rêves qui se sont succédés. Pas le même jour. Mais maintenant, la 3e fois maintenant, là, j'étais dans un véhicule, je partais sur la capitale, dans le rêve. Donc, arrivé en route, je suis dans le véhicule avec le chauffeur, arrivé en route, elle a pris un pilon. Elle l'a mis sur les vitres de la voiture. Bye. Elle a cassé tous les vitres de la voiture. Je t'ai fait ma commission. Pourquoi tu n'as pas fait ma commission? Hein? Je t'ai fait ma commission. Pourquoi tu n'as pas fait? À cause de toi, je n'arrive pas à passer. À cause de toi, je n'arrive pas à passer. Va faire ma commission. Va dire à ta maman de me pardonner. Elle n'est qu'à me pardonner. Je dis, je me suis réveillée avec la peur au ventre. Aïe, 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 aïe. Je t'assure, ce jour-là, je me suis réveillée. J'ai fait direct. Chez maman, j'ai dit, maman, grand-mère, ça fait 3 fois, ça fait plusieurs fois, ma mère vient me parler. Elle dit, il faut lui pardonner. À cause de toi, elle n'arrive pas à passer. Et à cause de toi, elle n'a pas assez à la route. Et donc, elle te demande de lui pardonner. Elle dit de lui pardonner toutes ses fautes, tout ce qu'elle a fait. Vraiment, qu'elle t'a beaucoup offensé parmi ses enfants. Que tu es celle qu'elle a le plus offensée. Et elle te demande pardon. Pardon pour tout ce qu'elle t'a fait. Donc, si tu lui pardonnes, celle-là, elle va avoir la route de passer. Maman dit, ah bon? Celle-là, elle dit oui. Maman dit, ah, vraiment, c'est vraiment beaucoup offensé. Aujourd'hui, là, je pleure chaque jour à cause de ses conseils. Mais, quand maman est enfant, et puis maman a pris l'eau maintenant. L'année, elle a parlé sur l'eau, là, maintenant, elle a fait c'est bon. Et je te pardonne. Va en paix. Tu es ma belle. Et rien ne vaut le sacrifice d'une mère. Pardonne-moi. Non. Je te pardonne. Va en paix. Là, maman a fini de faire ça. J'étais là comme ça, j'étais arrêté dans la salle. J'ai dit, maman a fini de te pardonner. Tu peux partir maintenant. Et c'est ça, après, après 1 ou 2 semaines après, elle est venue me dire que je m'en vais maintenant. La voix est libre. Je m'en vais maintenant. Merci d'avoir fait la promesse. Au revoir. Et puis, elle est partie. Bon, je la vois souvent, mais c'est pas comme genre en premier. Bon, c'était juste ma petite histoire pendant le décès de ma grande-mère. Bon, bonne soirée à vous tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezo a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.
Thank you.